il y a les médecins qui nous posent la question, il y a les directeurs qui nous posent la question. Et si finalement on faisait une conférence, une petite table ronde pour traiter le sujet. Ce que je propose, c'est directement de laisser la parole à Florence et à ses invités pour la conférence débat sur l'indépendance des médecins du travail. Quel est selon vous l'enjeu le plus important qui est cette question de l'indépendance des médecins du travail? Mais mon sentiment aujourd'hui, c'est que cette indépendance, elle est absolument indispensable dans un contexte où le médecin du travail, et ça nous le vivons tous les jours, est un punching ball entre l'employeur, le ou les salariés, les instances représentatives du personnel quand on est dans des entreprises de grande taille. Et donc l'indépendance du médecin est fondamentale. On voit bien régulièrement que la notion d'inaptitude renvoie à la rupture conventionnelle n'a pas fonctionné, alors on va demander l'inaptitude auprès du médecin. Et donc le médecin est instrumentalisé au quotidien. Mais je pense que l'indépendance du médecin est beaucoup plus forte en SPSTI qu'en SPSTA. Quand le médecin est seul, dans une structure de 1000, 1500 ou 2000 salariés, il est l'otage, alors à tour de rôle, mais de l'employeur ou des IRP. Et donc il y a cet équilibre à trouver entre l'indépendance qui est absolument nécessaire, et pour moi ça ne se discute pas, et après l'exercice de la mission au sein d'un collectif de travail. Je vais d'ores et déjà rappeler effectivement que cette indépendance médicale, c'est un bien commun. C'est quand même un exercice assez solitaire parce qu'on est seul face à des décisions et en ça, on peut avoir quelques notions on va dire de repères. Cette indépendance, c'est pas un droit, c'est un devoir qui convient d'être cultivé et d'être garanti parce que c'est cette équidistance qui va permettre justement d'être absolument irréprochable, quand bien même contesté, sur la vie qui va être donnée. Donc c'est quelque chose qui va être cultivé collectivement au sein de l'organisation. Celui qui est en capacité d'argumenter, de garder les parties en discussion, de connaître leurs enjeux, voire de les décrypter, et bien ça, je trouve que ça cultive bien ce que j'entends moi dans mon côté du bon médecin du travail et qui, à mon avis, lui permet aussi d'avoir ce recul et de conserver cette indépendance. Pour moi, l'indépendance, c'est effectivement le facteur indispensable pour la compétence du médecin du travail. Quand je dis la compétence, c'est l'expertise dans son indépendance, dans sa capacité à porter un message qui va être basé sur des paramètres, sur de la science, sur le droit du travail. L'indépendance, dans ce terme-là, c'est à la fois une grande sécurité et à la fois c'est un grand souci dans la compréhension réciproque. Donc l'idée, c'est bien de se dire que derrière ce terme, on n'a pas les mêmes représentations. Et pour moi, ce que ça ouvre comme débat fondamental en 2025, c'est quoi la vision du métier de médecin du travail ? Moi, je vais me permettre d'apporter peut-être une réflexion par rapport au métier de médecin du travail en service autonome. L'autonomie, elle s'inscrit dans un cadre. Les médecins du travail sont des cadres autonomes, donc il y a des limites, mais dans lesquelles ils travaillent comme tous les cadres autonomes. Et ensuite, ils ont une indépendance technique. En autonome, cette indépendance technique, elle est primordiale si on veut survivre. Donc l'exercice en autonome est encore plus compliqué. Il est encore plus compliqué dans les petits autonomes où vraiment les médecins exercent seuls. En groupe, en service interétablissement comme on est chez Orange, je pense que c'est un peu plus facile à maintenir. En tout cas, on essaye de maintenir les cadres nécessaires à l'indépendance. Donc on essaye autant que faire se peut vraiment de garantir l'indépendance des médecins du travail. En fait, je vais prendre la position où je vais parler du quotidien et du métier finalement. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a un paradoxe par rapport au métier de médecin du travail. Je suis assez admiratif sur les compétences du médecin du travail aujourd'hui. On est peut-être un des seuls métiers en France à faire une médecine corps-esprit. Donc on a un métier d'écoute, ce qui nécessite une ouverture, des compétences, des compères, et en même temps un métier corps-esprit parce qu'il faut savoir diagnostiquer, faire un examen, dépister des TMS, un certain nombre de choses. Bon, après l'intervenant qui vous parle du quotidien du médecin, moi je serais, malheureusement ou heureusement, ça dépend du point de vue, plutôt à l'extrême inverse du spectre, dans la mesure où, comme Florence l'a rappelé, je suis avocat, donc je ne suis ni médecin ni directeur de centre. Je suis ravi de voir qu'il y a un consensus sur la nécessité de l'indépendance du médecin. Laurent évoquait le fait que c'est un devoir. Clément évoquait le fait que c'est une nécessité. Le juriste que je suis ne démentira évidemment pas ces points de vue, bien au contraire, puisque en réalité, c'est même plus que cela, c'est une obligation déontologique. C'est plus que ça, c'est une obligation disciplinaire. Et un médecin qui ne se conformerait pas à son devoir d'indépendance se mettrait en situation d'infraction déontologique. Donc, à mon sens, cette indépendance du médecin,
dans la mesure où il s'agit d'un de ses devoirs professionnels, la question qui va se poser, c'est où est-ce qu'on trace la ligne entre l'indépendance et la subordination. Donc cette indépendance du médecin, en réalité, c'est un peu l'alpha et l'oméga de l'exercice de la médecine du travail. Et c'est sa protection, à mon sens, qui est en réalité l'enjeu assez prégnant du débat. Peut-être là à chaud, je pense qu'on touche le nerf du problème là. Hein. C'est quoi mon indépendance pour ma sécurité versus dans quel cadre je peux exercer mon métier, dans le cadre d'un projet de service, dans le cadre d'une organisation, d'un nombre de visites, et à quel moment j'estime que ça dépasse les bornes et que je fais appel à la représentation juridique. La seule chose qu'il faut souhaiter, c'est qu'on arrête de toucher au code, rajouter des articles dans tous les sens, arrêter de réformer. Arrêtez de réformer, on a un cadre juridique, on se dépatouille avec le cadre juridique. Je pense qu'il y a quand même une strate qui n'a pas été évoquée, en tout cas depuis un petit moment, là. C'est les conseils d'administration, la mixité paritaire de ces conseils d'administration et la complexité, parce qu'on est en train de rêver que nous allons, nous, techniciens, changer le modèle. Mais il ne faut pas oublier qu'on a un conseil d'administration dans l'histoire. Donc je voulais savoir un peu quelle était votre position, votre réflexion par rapport à tout ça. Moi, je pense que la gouvernance des SPSTI, elle ne fonctionne pas. C'est-à-dire que soit vous avez des gouvernances qui sont bourrées de conflits d'intérêts, et ça donne une très mauvaise réputation à la profession, parce qu'on passe d'un scandale à un autre. C'est est-ce que, en tant que médecin, infirmier, membre du terrain, on se sent engagé dans une vision commune, ou est-ce qu'il y a des affrontements internes sur la vision du métier? Et si vous êtes dans un service dans lequel il y a des affrontements internes parce qu'on n'a pas la même vision, parce qu'au-dessus, ça a été déterminé par le aléa ou autre, derrière, le service ne fonctionne pas. C'est un débat qui nous passionne tous, mais j'ai entendu que c'était compliqué. J'ai l'impression que c'est nous qui le compliquons, en fait. Il faut séparer indépendance et autonomie. Et effectivement, c'est le seul salarié qui intervient sur deux codes, le code du travail et le code de santé. Donc, on se trouve dans une dichotomie un peu délicate pour l'employeur. Pendant que vous parliez, j'ai été chercher la définition d'indépendance et c'est celui qui n'est soumis à aucune contrainte. Aucune, il fait ce qu'il veut. Mais on a tous la contrainte du code. Donc déjà, cette indépendance, elle est limitée par le règlement. Donc il faut déjà tenir compte du règlement et dans ce règlement, les rôles de chacun sont bien définis. On peut difficilement faire la dichotomie entre ce qui relève de l'organisation du service et ce qui relève de l'indépendance technique, parce que l'indépendance technique, elle est possible et elle est applicable par le médecin du travail parce que certaines choses lui sont garanties. Et donc, il faut que ces choses-là lui soient garanties par le service pour qu'elle puisse avoir cette indépendance technique. Ensuite, on a les échanges entre pairs. Si vous ne laissez pas du temps à des échanges entre pairs dans l'organisation du service, vous ne permettez pas une garantie de l'indépendance technique puisque les médecins du travail n'auront pas la possibilité d'échanger, d'harmoniser leurs pratiques, etc., pour pouvoir donner un avis en toute indépendance. Bon, d'abord, ce que vous dites finalement, c'est que c'est un besoin absolument viscéral. C'est une condition de réussite fondamentale pour ce bien commun qu'est la médecine du travail. Ce que vous dites aussi, c'est que c'est un challenge permanent. C'est tout le temps. C'est un équilibre, vous l'avez dit, c'est un équilibre subtil à trouver entre d'un côté des notions de rendement, ce qui est vraiment un gros mot, c'est pas joli, et puis en même temps un véritable besoin d'indépendance de la part des professionnels de santé. Un grand merci à vous, je pense qu'on peut les applaudir parce que vraiment vous avez été top, un grand merci.